وعليكم مرحبا بكم. أول حاجة سنة سعيدة إن شاء الله ندخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا. La serre a le plaisir de vous avoir parmi nous pour sa 5e journée. Donc, je vous souhaite la bienvenue. L'intérêt de cette journée, c'est essentiellement de toucher à plusieurs pathologies. C'est pourquoi vous allez voir sur le programme qu'il y a d'abord la première session qui s'intéresse à tout ce qui est rhumatisme inflammatoire chronique. Puis la deuxième session, c'est essentiellement l'imagerie. Et bien sûr, la troisième, ça va s'intéresser essentiellement au rhumatisme dégénératif et en particulier une nouvelle technique pour le rachis dégénératif rebelle aux différents traitements qui est la thermocoagulation, qui sera animée par un médecin anesthésiste qui est venu de Paris, c'est le docteur Cheikh. Je tiens à remercier vivement les orateurs et aussi les modérateurs qui ont accepté de venir de Marrakech, quand même, se sont déplacés pour modérer une session. Sans oublier, bien sûr, les laboratoires qui ont sponsorisé cette journée. Et bien sûr, l'assistance, je les remercie de se libérer un samedi pour venir participer à notre 5e journée de la serre. Je passe la parole à mon ami professeur Nsar pour introduire cette première session. Marhaba bikoum encore une fois. Merci, cher ami professeur Genani. À mon tour de vous souhaiter les bienvenus toutes et tous. Bonjour, et ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Je remercie vivement tous les présents. Je remercie tous les orateurs, nos maîtres, chers maîtres, qui ont accepté de participer dans cette 5e journée de la serre. Alors, tous les médecins qui sont des rhumatos ou bien des médecins pneumologues ou bien les pneumologues ou toutes les spécialités qui sont intéressés à la journée et qui sont ici présents. Et donc, je remercie aussi tous les membres de la serre qui ont donc participer à l'organisation de cette journée, tous les modérateurs, tous les collègues qui sont venus des autres villes, éventuellement de Marrakech ou alors ici à Oufès ou ici à Casa. Et donc, sans trop tarder, professeur Madame Kinsey, nous avons l'honneur et le plaisir de l'avoir parmi nous aujourd'hui, qui va inaugurer cette journée et donc qui va nous présenter la polyarthrite rhumatoïde difficile à traiter. Donc, c'est un sujet, comme vous le savez, très intéressant, d'actualité, comme la spondylarthrite difficile à traiter. Donc maintenant, on va voir qu'en est-il de la polyarthrite rhumatoïde difficile à traiter. Donc à vous la parole, cher maître. Merci, mesdames les présidentes. Et à mon tour de vous remercier, bien entendu, de m'avoir convié à cette journée, parce que je crois que l'intérêt, c'était justement de se retrouver d'abord et avant tout, de pouvoir échanger et à mon tour de présenter mes souhaits de bonne année à tout le monde. C'est toujours un plaisir de revoir l'ensemble des collègues, les plus anciens comme les plus nouveaux. Et donc, on va passer au sujet de cette matinée. Alors, vous savez que depuis quelques années, malgré les progrès thérapeutiques qu'on a enregistrés dans cette maladie, la polyarthrite rhumatoïde, on a incontestablement atteint des objectifs qui sont quand même très intéressants, vous le savez. Et donc, je vous disais, c'est un concept qui est né récemment suite aux progrès qu'on a vus arriver, qui sont ceux, bien entendu, à la fois thérapeutiques et je vais directement, voilà, aux progrès thérapeutiques qu'on a enregistrés depuis la fin des années 90. Vous savez que les biothérapies sont arrivées, ont révolutionné la prise en charge de ces maladies et cela a permis quand même d'améliorer considérablement la qualité de vie des patients. Ce qui est incontestable aussi, c'est que ces progrès ont été sous-tendus par des concepts très nouveaux à l'époque, puisque maintenant ils sont largement utilisés, que sont notamment les concepts de stratégie du treat to target, c'est-à-dire de traiter à la cible, du traitement à la cible, avec tout le corollaire qui va avec, tous les éléments qui vont avec, le diagnostic précoce, le suivi, le contrôle serré, etc., etc. Tout cela grâce à un arsenal thérapeutique très varié qui permet de cibler soit des groupes de cytokines, soit des cytokines et qui permet là aussi d'atteindre, alors au mieux
la rémission, au moins la low disease activity. Alors, ces objectifs sont atteints seulement chez 70% des patients. Le recul maintenant le démontre. Et vous avez quand même un pourcentage non négligeable de patients qui ne sont pas améliorés, qui restent symptomatiques. Et c'est ce groupe de patients auquel on s'intéresse actuellement. Alors, c'est un véritable challenge parce que vous allez voir, on en est à peine aux premières années. Donc, c'est un concept un peu hétérogène. Alors, comment ça a été défini? Eh bien, tout simplement, vous savez, quand la task force de l'EULAR qui s'est intéressée à ces polyarthrites difficiles à traiter a voulu définir ce concept, elle a tout simplement envoyé un questionnaire aux rhumatologues. Alors, ça a concerné, eh oui, les rhumatologues d'Europe et d'Occident de manière générale, et ça a consisté tout simplement à envoyer un questionnaire sur la base de 9 questions, vous le voyez, et qui ont concerné 33 pays. Ça s'est fait entre 2017 et 2018 et ils ont eu 410 réponses. Vous allez voir que les questions, elles sont très simples. Il y en a 2 générales, le lieu d'exercice, bien entendu, le nombre de patients qu'on suit en consultation. Et 3e question, quelle devrait être la définition d'une maladie mal contrôlée si on veut, bien entendu, l'intégrer dans ce concept? Eh bien, c'est tout simplement, ça fait appel au DAS 28 que vous connaissez, qui doit être supérieur à 3,2 et 50% des gens ont répondu pour cela. Évidemment, il y a les autres domaines. La fatigue, est-ce qu'elle devrait être incluse? La moitié ou presque a répondu oui. Les traitements et combien doivent être considérés comme justement conduisant en cas d'échec à une polyarthrite rhumatoïde difficile à traiter. Et ils ont considéré 2 au moins CS10 et 2 biologiques et traitements ciblés à condition que ça soit, bien entendu, 2 de mécanismes différents. C'est très important, cette notion. Les glucocorticoïdes ont fait partie des questions, ainsi que des questions ouvertes où les gens ont rapporté les comorbidités, bien entendu, les manifestations extra-articulaires et le poumon en particulier, et la gestion du traitement. Alors, il en est ressorti cette définition qui comporte au minimum 3 critères. Le premier, eh bien, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, au moins échec à au moins 2 traitements CS10 et, bien entendu, 2 biologiques de mécanismes différents. Ça concerne les biologiques en général et les inhibiteurs de JAK. Et bien entendu, 2e critère, c'est comment témoigner de l'activité de la maladie. Donc, premièrement, l'échec au traitement, l'activité de la maladie. Et là, vous avez plusieurs propositions. Ça part de l'activité sur la base du DAS ou du CEDAI. Ça continue. Si vous avez un autre, alors on peut en avoir un ou plusieurs, mais toujours est-il, s'il y a des signes tels que des signes biologiques d'inflammation, voire des signes cliniques, bien entendu, toujours sur la base du DAS ou du CEDAI, l'incapacité, 3e critère, à réduire la dose de corticoïdes en deçà de 7,5. Alors, il y avait différentes doses dans le questionnaire, mais toujours est-il que la moyenne, c'était 7,5. La progression structurale, ça aussi, c'est un critère. Et enfin, il y a une petite case à droite qui est en orange clair. Celle-ci concerne, vous savez, les malades qui, visiblement, vont bien cliniquement et pourtant ils ont mal et ça concerne bien entendu, vous le savez, entre guillemets la fibromyalgie qui peut arriver dans ces cas-là et qui réduit considérablement la qualité de vie de ces patients. Alors, on a besoin également d'un 3e critère et là c'est une espèce de perception du thérapeute et ou du malade qui dit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont bien et vous le voyez et pourtant ils peuvent vous dire je ne vais pas bien et c'est là où on a besoin de ces 3 critères, la perception du rhumatologue aussi bien entendu. Donc voilà les 3 critères nécessaires pour pouvoir poser ce diagnostic de polyarthrite rhumatoïde difficile à traiter. Alors quand on entre dans le détail de ces polyarthrites, vous verrez c'est un panier où on a beaucoup de choses. Le premier des éléments qui est important, c'est qu'on vous dit, eh bien, il faut avoir, vous le voyez, c'est ce casier-là. C'est la vraie polyarthrite rhumatoïde réfractaire au traitement. Et là, vous avez 3 types de facteurs qui peuvent influencer.
Vous connaissez la pharmacogénomique, c'est notre capacité à répondre ou pas à un traitement sur la base de gènes. Et on le sait maintenant. Alors, on pourra en discuter plus tard, mais c'est très important. Vous avez des gens à qui vous donnez un traitement et prenez deux personnes différentes. Il y en a un chez qui, avec les mêmes conditions de la maladie, va répondre et l'autre pas du tout. Deuxième facteur que vous connaissez bien, les facteurs immunologiques. Alors, c'est l'histoire du facteur rhumatoïde, des ACPA, mais pas que. Les ADA y sont aussi, et on pourra en discuter. Et les facteurs cliniques, tabac et obésité, on connaît maintenant beaucoup plus de choses là-dessus. On va l'aborder dans un petit moment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les problèmes, vous savez, quand vous avez des difficultés à introduire les DMARDs, soit parce qu'il y a quelqu'un qui fait trop d'effets secondaires, soit parce qu'il a des comorbidités qui empêchent l'utilisation de certains traitements. Les malades qui ont des problèmes cardiovasculaires, et Dieu sait si dans cette tranche d'âge on en voit, vous le savez bien, ces comorbidités limitent l'usage de certains biologiques. Les problèmes de non-adhérence au traitement, vous voyez, on est dans des conditions un petit peu différentes, mais pas que. Les problèmes de diagnostic, et c'est incontestable, ça peut arriver autant. Vous savez que quand on prend en charge une polyarthrite précocement, et vous savez qu'on a beaucoup insisté sur ça, eh bien, vous avez des cas où vous êtes sûr, vous vous dites, elle a des ACPA, un facteur rhumatoïde, c'est une PR, et au bout du compte, ça n'en est pas une, parce que tout simplement, la spécificité de ces anticorps n'a pas été, en fait, véritablement complète, et qu'on peut retrouver d'autres pathologies. On peut aussi, vous le voyez, avoir des problèmes d'atteinte d'objectifs, mais aussi, vous le voyez, on a parlé de la fibromyalgie et d'autres dommages qui peuvent, ou d'autres maladies qui peuvent coexister. L'influence des caractéristiques cliniques, j'ai voulu en parler parce que, vous le voyez, le tabac est associé à la sévérité de la polyarthrite, à des taux élevés de facteurs rhumatoïdes et d'ACPA, de cytokines pro-inflammatoires, et surtout, en matière de TNF inhibiteur, une réduction de la réponse au BDMARD. C'est bien connu, c'est quelque chose qui est important à préciser. L'obésité, elle, est responsable d'une réponse moins favorable aux anti-TNF, et elle est responsable d'une synovite latente, même si cliniquement vous avez l'impression que le malade va bien, eh bien, c'est dû à la présence, vous savez, de certains facteurs pro-inflammatoires qui existent dans le tissu graisseux, les adipokines en l'occurrence. Alors, on va entrer un petit peu plus dans le sujet et vous allez voir qu'il y a des données intéressantes. Regardez. Les auteurs se sont lancés, et vous allez voir que toutes les études remontent à entre 2021 et 2024. Bien, regardez, vous avez des auteurs qui ont essayé d'estimer la prévalence. Ici, une étude japonaise. En gros, ils ont pris un groupe de polyarthrite, ils ont identifié ceux qui répondent aux critères EULAR de polyarthrite difficile à traiter. Alors, regardez, ils retrouvent, s'ils utilisent le DAS supérieur à 3 ou égal à 3,2 avec l'échec au BDMARD, comme on en a parlé, 7,9% d'incidence de ces PR difficiles à traiter. Et c'est à peu près ce qu'ils retrouvent avec le CEDAI. Alors, différents auteurs ont bien entendu essayé de dégager des facteurs de risque de polyarthrite rhumatoïde difficile à traiter. Et ces auteurs japonais, la cohorte étant la cohorte de Kyoto, ce qu'ils appellent le Kurama Cohort, Kyoto University, etc., RA bien entendu pour la PR. Regardez ce qui ressort. Il ressort essentiellement un taux de facteur rhumatoïde très élevé. Mais il ressort aussi, vous voyez, tous ces critères à baseline, c'est-à-dire que ceux qui ont des critères très élevés d'activité vont être ceux qui vont poser le plus de problèmes. Mais ça, vous le savez déjà. Et c'est important, c'était important quand même de le pointer parce que ça concerne pratiquement tous les éléments qu'on utilise pour évaluer ces critères. Deuxième chose importante, il ressort l'atteinte pulmonaire. Alors, pas que la PID, il ressort toutes les atteintes pulmonaires, quelles qu'elles soient, y compris la BPCO, bien entendu, un asthme bronchique, etc. Les atteintes neurologiques, je suis là, vous le voyez, il ressort essentiellement les problèmes cardiovasculaires et en particulier cérébrovasculaires, c'est-à-dire les AVC en l'occurrence. Et donc, attention, ce sont des données qui peuvent bien entendu compliquer la prise en charge d'une maladie, c'est connu. Certains auteurs, alors ici, présentés
à l'ACR de 2023, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement étudié, puisqu'ils ont parlé de prévalence, ils ont étudié la fréquence justement de ces polyarthrites rhumatoïdes difficiles à traiter en tenant compte, vous le voyez, de critères différents. Alors, ils ont pris le CDAI, le SDAI, etc., tous ceux que vous connaissez, et ils ont trouvé une fréquence, regardez, ça va de 8,3% à 48% de fréquence selon le critère qu'on prend. Ils sont sortis un peu de l'art, mais c'est voulu, c'est pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Et donc, il y a quand même nécessité peut-être de revoir les choses parce que ça n'est pas toujours facile à identifier. Ils ont également fait en analyse multivariée ce qu'on rencontre lorsqu'on utilise chacun des critères. Regardez pour le DAS28, on retrouve les ACPA, le cholestérol élevé, les érosions, c'est connu, et les atteintes, bien entendu, dépistées par échographie. Ces études ont toutes essayé de rechercher des facteurs de risque. Je vous ai parlé de l'étude japonaise tout à l'heure. Je vous ai parlé là aussi de ce que vient de dire l'autre étude, en l'occurrence, qui a cherché avec différents critères. Première étude européenne, elle est française. Elle a été faite à Cochin. Et regardez, ils ont essayé de regrouper 640 patients, deux groupes. Il y en a qui répondaient aux critères ELAR et d'autres sans critères ELAR. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent les PR non ELAR difficiles à traiter? C'est tout simplement celles qui ont pris au moins 2 biologiques et qui sont en échec, mais sans préjuger, vous le voyez, du mécanisme d'action. Regardez ce qu'ils ont retrouvé. Eh ben, un niveau socio-économique plus faible, des facteurs rhumatoïdes positifs, etc. Donc, on se retrouve un petit peu dans des critères similaires. Et attention, ça pointe du doigt quand même ce qu'on retrouve chez nos patients. Les Tunisiens, et j'ai pas voulu les passer sous silence, ils ont publié dans la revue de médecine interne ici 120 cas, 5 polyarthrites difficiles à traiter. Et là, regardez ce qu'on retrouve. L'origine rurale, la dépendance financière, l'absence de couverture, des données qui certainement chez nous vont ressortir aussi si on fait des études, parce que dans votre pratique, je suis sûre que vous en voyez au quotidien. Et certaines comorbidités comme le diabète. Et il y a d'autres études plus intéressantes également qui sont ressorties. Lesquelles? Vous savez, comme il y avait cette notion, vous vous rappelez, de fibromyalgie et de problèmes, bien entendu, dans le fameux carré, vous savez, de droite dont je vous ai parlé, où ça n'est pas nécessairement inflammatoire. Regardez ce qu'il ressort. Il y a un groupe, en l'occurrence anglais, ils ont regroupé les polyarthrites difficiles à traiter et ils les ont séparés en 2 groupes, ceux qui sont non inflammatoires pour réfractory rheumatoid arthritis et ceux qui sont poly-inflammatoires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont retrouvé des différences, bien entendu, entre ces 2 groupes. Quant au DAS28, l'usage des stéroïdes et bien entendu le nombre incontestable de gens qui sont sur des doses élevées. Eh bien, vous le voyez, on intègre ces 2 types de groupes. Donc, le concept doit être encore un petit peu plus, j'allais dire, précisé. Mais ce qui était intéressant dans cette étude, c'était surtout de voir que les 2 groupes pouvaient poser problème, bien entendu, qu'il y avait des différences pour les distinguer et que, regardez, un élément qui est très parlant, c'est bien entendu celui qui va montrer des synovites. Le nombre de synovites est plus important dans les formes et on s'y attend, mais c'est quand même une donnée qui doit être prise en compte lorsque vous jugez et vous aurez ces 2 noms qui vont ressortir assez régulièrement, NIRA et PIRA. Autre étude intéressante, ce sont les Espagnols. Et regardez ce qui est là aussi, ils ont essayé de faire le distinguo entre les polyarthrites rhumatoïdes réfractaires vrais, je n'entrerai pas dans le détail, et celles qui répondent aux problèmes de non-adhérence, etc., c'est-à-dire les autres. Et là aussi, il y a des différences considérables en termes d'inflammation, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de traitement? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces polyarthrites rhumatoïdes difficiles à traiter? Il y a peu d'études. Mais ce qu'il faut dire, par exemple, les Français, même si le nom
et de consonance de chez nous. Vous le voyez, les Français à Cochin ont présenté ce poster sur l'efficacité et la tolérance des JAK inhibiteurs chez des polyarthrites non difficiles à traiter comparativement aux difficiles à traiter, et ils ont évalué par DAS principalement et par d'autres critères, mais surtout par le DAS, l'efficacité. Et c'est incontestable quand vous switchez et vous proposez justement, là aussi, si le patient n'a pas répondu à deux biologiques différents, de mécanismes d'action différents, regardez ce que ça a donné. Ils ont trouvé que c'était assez parallèle. Alors la courbe du haut étant celle des difficiles à traiter, elle ne passe pas beaucoup, elle baisse bien, mais elle ne baisse pas assez pour atteindre j'allais dire l'amélioration au DAS 28, regardez, c'est assez parallèle et ensuite ça se stabilise. Donc c'est une option, mais le problème c'est que ça n'atteint pas les objectifs qui sont bien entendu ceux de la polyarthrite facile à traiter. Autre proposition émanant des Hollandais, c'est de remplacer tout simplement la prednisone ou la prednisolone, ils en utilisent beaucoup, par la dexaméthasone, qui est, comme ça a été démontré dans le cancer et d'autres cancers, cancer de la prostate en particulier, ils se sont basés sur ça, sachant qu'il y a une meilleure solubilité de ce produit et une demi-vie plus longue et un effet anti-inflammatoire beaucoup plus puissant. Et donc, ils ont proposé d'associer de la dexaméthasone. C'est une proposition, en plus du traitement, bien entendu, de fond qu'on peut proposer à ces patients. Autre élément, on a parlé des PIRA et des NIRA. Et cette équipe japonaise a tout simplement switché d'un biologique vers un autre. Alors, ils ont différents groupes de biologiques, un troisième biologique, voire un quatrième, lors des échecs. Et ils ont constaté que dans les deux formes, que ça soit non inflammatoire ou inflammatoire, on arrive à obtenir des résultats à peu près similaires en termes notamment de DAS. Le HAQ, c'est différent bien entendu, mais en termes de CEDAI et de DAS, incontestablement, il y a une réponse. Alors, que propose le LAR? Et je vais terminer par ça. Qu'est-ce qu'il propose dans la gestion tout simplement d'une polyarthrite rhumatoïde difficile à traiter? Il propose tout simplement d'abord, est-ce que véritablement ça répond à la définition? Si oui, vous devez revoir le diagnostic. Si le diagnostic est bon, évidemment, il n'y a pas de souci. On continue, on va rechercher les comorbidités. Bien entendu, toutes ces maladies qui peuvent mimer la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi celles qui interfèrent avec la polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, on va, si c'est le cas, on va faire appel à l'ultrasonographie, alors ils sont à l'échographie, pardon, ils sont extrêmement insistants là-dessus. Si on a la présence effectivement d'une polyarthrite, checker s'il n'y a pas une non-adhérence. Donc là, c'est véritablement des programmes d'éducation qui interviennent à ce niveau-là. Et enfin, discuter, bien entendu, et optimiser cette non-adhérence. Et surtout, regardez, s'il n'y a pas de problème de non-adhérence, intensifier et aller switcher vers les DIMARD pour permettre, bien entendu, la réponse en espérant la réponse à un traitement. Donc voilà, c'est un petit peu l'essentiel. Il y avait juste dans ces recommandations, vous le voyez, on vous dit, si vous avez un second, après le second, vous avez la possibilité de switcher, mais ça, c'est simplement ce que vous connaissez, mais surtout, regardez, la dose maximale en cas de troisième biologique doit être atteinte. Et ça peut concerner, bien entendu, les différents produits que nous utilisons avec les risques que ça suppose. Maintenant, ils insistent beaucoup sur tout ce qui est non pharmacologique, mais ça peut faire l'objet d'une discussion. Et donc, voilà un petit peu le concept que je voulais vous présenter ce matin et je vous remercie pour votre attention. Je commence la discussion, on ouvre la discussion s'il y a des questions dans la salle. Professeur Bouchti. Ce tour d'horizon qui est très intéressant. Alors, j'ai deux petites réflexions, deux petites questions, puisque les études ont montré qu'il y a certaines catégories qui seront difficiles à traiter. Est-ce qu'il n'y a pas des critères qui sortent officiellement? Donc, si on a ces critères chez vos patients, d'emblée, il faut s'attendre qu'ils vont être difficiles à traiter, donc intensifier le traitement d'emblée. Donc, comme si on va sélectionner un sous-groupe de PR d'emblée et se dire, taper très fort parce que très probablement, ils vont
vont être mal, vont être de mauvais répondants. Deuxième réflexion, pardon, Micro. d'accord, je répète. Donc, est-ce qu'il y a un cluster de patients chez qui il faut absolument sélectionner d'emblée et se dire ce sont des malades qui ne vont pas répondre et donc taper très fort d'emblée. Deuxième réflexion, c'est par rapport aussi aux facteurs favorisants de non-réponse. À mon avis, à mon sens, il y a une chose aussi importante, c'est l'inertie thérapeutique qu'il faut aussi prendre en considération. Enfin, chez nous au Maroc, on avait toujours l'excuse de la prise en charge. Je crois maintenant avec la généralisation, peut-être on peut oser un petit peu, et parce que là, l'inertie thérapeutique peut être aussi jouer un grand rôle dans la non-réponse et considérée comme le malade est difficile à traiter. Or, il faut d'abord optimiser au maximum pour espérer une meilleure réponse. Voilà, je vous remercie. Il y a incontestablement, quand vous regardez, c'est pour ça que j'ai projeté les différents facteurs de risque, c'est-à-dire que vous avez une polyarthrite rhumatoïde. Alors, si elle est tabagique, si elle est obèse, si en plus elle a des facteurs rhumatoïdes très positifs ou des ACPA très positifs, si elle détruit rapidement, etc., ça, tout de suite, faut réagir. Ça suppose un contrôle serré. Et vous savez le problème que nous avons déjà pour diagnostiquer précocement ces malades. Donc la plupart du temps, vous le savez, il y a eu, je pense, une étude au Maroc du délai de diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde qui a montré quand même des délais très longs. Et ça ne s'améliore pas. Comme vous le savez, vous avez beaucoup de polyarthrite qui restent à être traitées par des collègues généralistes ou autres. J'ai même vu des neurochirurgiens traiter des polyarthrites rhumatoïdes. Donc, c'est vous dire, on est encore dans quelque chose qu'il va falloir organiser un peu plus. Et c'est ce délai de diagnostic qui pose problème. Et souvent, nous sommes, si on fait appel aux critères qu'ils proposent, on est quand même encore loin de ces, j'allais dire, de ce type de choses. Parce qu'il faudrait qu'on coordonne, vous le voyez, notre discussion avec les autres spécialités pour pouvoir repérer cela. Maintenant, il y a aussi une chose qui est très importante et que aucun des pays qui a les moyens n'adopte. C'est que il y a un papier qui est très, très intéressant qui a été écrit d'ailleurs par une Française qui travaille aux États-Unis sur la pharmacogénomique. En fait, vous pouvez donner des traitements à des malades, mais si les gènes alors, un exemple. Elle a démontré que, par exemple, pour les TNF inhibiteurs, eh bien, vous savez, les gènes des cellules de l'immunité innée, s'ils sont à des taux élevés, si ces cellules sont à des taux élevés, les malades répondent bien. Si ce sont les cellules de l'immunité adaptative, sont à des taux élevés, ce sont des mauvais répondeurs. Donc, vous voyez un peu déjà, si on commence là, si on entre dans le vif du sujet, ça va vers dans le noyau, la méthylation du DNA. Enfin, vous savez, il y a différentes étapes. Et c'est très compliqué, en fait, de dire, il y a des malades, tel malade va répondre et tel autre ne va pas répondre. On a des critères, mais on reste toujours dans les critères connus et qu'on connaît depuis des années. Vous savez, polyarthrite très séropositive, etc., immunopositive, etc. Donc, vous voyez un peu la difficulté. Or, la pharmacogénomique, ça coûte très cher. Et personne ne peut l'introduire dans la pratique courante, vous voyez, et ne veut aussi, parce qu'il y a un petit quelque chose. C'est mieux pour certaines, vous le savez mieux que moi, c'est mieux pour les firmes de traiter 10 patients, même si vous savez qu'il y en a 3 qui vont pas marcher. C'est pas grave, ça. Bon, vous connaissez la chose. Madame Elbessi. Bonjour Madame Kinsey, merci de cette belle présentation. J'ai vu que dans l'étude tunisienne, sur 120 cas de PR difficiles à traiter, il y avait 100 femmes. D'où ma question concernant le genre. Est-ce que, d'après les autres études, le genre sort? Autrement dit, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux devant cette PR difficile à traiter? Merci. Alors écoutez, ça reprend la polyarthrite rhumatoïde en général. C'est-à-dire que vous avez des taux qui sont de l'ordre de 80% de femmes dans les séries. J'ai vu ce côté parce que c'était, vous savez, anciennement, on nous disait les hommes font des polyarthrites rhumatoïdes plus sévères. En fait, non, ça ne ressort pas dans les études sur les DTT. Dans les pneumopathies interstitielles diffuses, c'est sorti à un certain moment. L'homme en faisait plus.
plus que les femmes. Alors, il y a la notion du tabac aussi, Madame Abbassi, pour les PID. Et la notion du tabac, alors c'est vrai que dans notre pays, on n'a pas beaucoup de femmes tabagiques, entendons-nous bien, il y en a, mais il n'y en a pas autant que probablement dans d'autres pays. Oui. Madame Jelani. Merci beaucoup, Madame Kinsey, pour cette excellente présentation. Moi, je veux juste, pourquoi on incrimine les facteurs financiers comme facteurs de PR difficile à traiter aux réfractaires, alors que c'est pas un problème de la pathologie, c'est un problème en dehors de la pathologie. Vous avez parfaitement raison, mais quand les experts se sont réunis, ils étaient obligés de prendre en considération cela parce que vous avez des pays qui ont avancé ça. Alors, sachant que vous savez pourquoi dans le groupe qui travaillait, il y avait les Hongrois, il y avait d'ailleurs c'est Nagy qui est un Hongrois qui a écrit le texte. Et en fait, vous avez des pays de l'Est qui ont beaucoup de problèmes aussi à accéder à des traitements aussi chers. Ce qui fait qu'ils ont préféré garder c'est bien ce que vous avez dit, les facteurs financiers. Oui, oui, tout à fait. Ils l'ont gardé à cause de ça. Oui, parce que l'étude tunisienne, elle parle essentiellement facteur rural, financier. Financier, ça veut dire que, je pense, pour dire qu'il est réfractaire, ils doivent essayer deux démarches, deux biologiques. Donc, on n'est pas peut-être dans le problème. C'est clair. Non, mais ils les essaient. Ils sont obligés. Ils ont essayé ces deux produits. C'est sûr, parce qu'ils ne peuvent pas l'intégrer c'est la définition. Ils ont été obligés de faire appel à cela pour, vous voyez, que des patients qui ont pris des biologiques. Oui, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, je pense. Monsieur. Oui, Monsieur Maroufi, Docteur Maroufi. Merci beaucoup, Madame Kinsey, pour cette belle présentation. Alors, je rejoins Madame El Bousti, justement, pour la paire difficile à traiter au Maroc. On doit incriminer certainement l'inertie thérapeutique et également la non-observance du traitement. Alors, les solutions proposées pour pallier à ces problèmes thérapeutiques, en général, on propose là une combothérapie, une combinaison de traitements ciblés. Alors, est-ce qu'il y a déjà des combinaisons qui se dégagent et qui se montrent efficaces par rapport à d'autres? Alors, vous avez deux travaux que j'ai retrouvés, mais sur un petit nombre de cas d'associations. Une équipe japonaise, encore une fois, qui a associé TNF alors ils appellent ça liguramode. C'est une thérapeutique qui est sur la voie de signalisation intracellulaire, et ils ont associé les deux. Alors ils ont juste, si mon souvenir est bon, 6 ou 7 patients, pas plus. Par contre, l'augmentation des doses, c'est une donnée essentielle, et je pense qu'il faut. Alors, je ne sais pas si, mais vous le savez sûrement, les gastro-entérologues, si je prends le parallèle, quand ils utilisent des anti-TNF ou les autres thérapeutiques, ils augmentent assez facilement les doses. Moi, je vous avoue que récemment, j'ai eu un cas comme ça alors SPA et RCH. Et quand j'ai vu que le monsieur allait très bien sur le plan de la SPA, mais n'allait pas du tout sur le plan digestif, eux, ils doublent la dose. Et donc, c'est vous dire. Et quand ils donnent des anti-TNF, pareil. Ils atteignent 10 mg kilo, ce qui est quand même énorme pour l'infliximab, par exemple. Donc, il y a l'augmentation des doses qui est une option. Et c'est pour ça que je l'ai souligné à la fin, parce que ça permet quand même d'agir assez vite et surtout d'agir assez fort. Dès que vous avez des critères et que vous voyez que quelqu'un ne répond pas, il faut attaquer un petit peu plus fort. Alors, c'est vrai que chez nous, vous aurez le frein de la couverture sociale, etc. Mais moi, j'irais plus vers l'augmentation des doses que vers l'association des deux, parce que je crois que la couverture sociale ne suivrait pas, à mon avis, hein, même si les essais sont à l'étranger très limités. Merci beaucoup encore une fois, professeur Kinsey. Madame Zerba, pardon, une dernière question. Professeur Zerba, une dernière question. Oui, merci. Alors, merci Madame Kinsey pour cette très belle présentation. Donc, moi, je vais parler autant, bon, je suis pas rhumatologue, et donc je vois un peu cette entité de polyarthrite difficile d'un autre angle.
En fait, j'étais en train de voir ce que vous avez présenté et j'ai revu l'histoire, pour nous pneumologues, l'histoire de l'asthme difficile à traiter. Et donc, on est passé par plusieurs étapes. Au début, on parlait d'asthme non contrôlé. Après, on a commencé à dire c'est un asthme difficile à traiter. Et puis, par la suite, on a développé des critères diagnostiques pour dire que c'est un asthme sévère. Et donc, c'est une entité à part. Mais pour faire le diagnostic de cet asthme, il faut d'abord éliminer les causes de non-contrôle qui sont le manque d'observance, que ça soit par manque de moyens ou par manque d'éducation. C'est une inobservance au traitement. Donc, il faut d'abord éliminer ça, éliminer toutes les autres causes de non-contrôle et optimiser le traitement. Et puis, si le malade ne répond pas, on va dire que c'est un asthme difficile. Donc, je crois qu'on est dans cette optique, puisque c'est une maladie chronique. Donc, je crois qu'on est dans cette même optique. C'est-à-dire que peut-être que ça va venir par la suite, on va déterminer une forme de polyarthrite, peut-être, je dirais sévère, ou je ne sais pas quel qualificatif on va lui donner, mais après avoir éliminé toutes les autres causes de non-contrôle, en guillemets, de la maladie. Voilà. Non, vous avez raison, c'est pour ça que j'ai dit le panier, qu'on prend trop de choses qui ne sont pas nécessairement… en fait, le seul cadre qui est véritablement une polyarthrite difficile à traiter, ce serait la vraie polyarthrite réfractaire au traitement. Mais les autres données, ils ont été obligés de les intégrer parce que ça vient de pays avec des niveaux de vie différents, avec probablement aussi une génétique différente aussi. Merci beaucoup. Merci, professeur McKinsey, pour cette très belle présentation.